Bien, nous allons poursuivre avec toujours le parquet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour poser des questions au témoin Banjim Bandoum. Mes questions seront axées sur la répression des Sagawa. Après le Mayo Kébi, nous allons essayer de vous demander des informations sur ce qui s'est passé dans le Wadaï. Monsieur Banjim Bandoum, est-ce que vous pouvez nous dire la date, le début de la répression de l'ethnie Sakawa? Ça a démarré, je crois que si on peut... Moi, j'étais arrêté le 3 mars 89. On m'a mis sous la tente d'abord à la Bessia. Et sous cette tente, il y avait des officiers de Zakawa qui étaient arrêtés depuis Ounyanga et qui étaient avec moi sous la tente. Jusqu'à dans la journée du 1er avril, des éléments de la Bessir sont venus et ils ont pris aussi les Akawa qui étaient avec moi sur la tente et ils nous ont amenés directement à la prison du camp de 13. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire sur le massacre des Akawa, je le vivais en prison. Et je peux vous parler aussi, parce que quand certains qui sont arrêtés, ils les ont amenés dans la prison du camp 13. Et donc, j'étais là. Et donc, depuis le 1er avril, tous les soirs, à chaque instant, on débarquait avec 4, 5, 6 ressortissants Zakawa, et qu'on les mettait dans les cellules. Après, oui. Je crois qu'on va revenir sur ces conditions de détention, mais à présent, je voudrais que vous nous précisiez les motifs d'arrestation des membres de cette ethnie. Le motif principal d'arrestation. Moi, ce que je sais, c'est toujours bon, je peux pas affirmer d'une façon ou l'autre parce que c'est toujours des rumeurs qui étaient au niveau de la DDS. C'est qu'il y avait eu un certain Fadoul ou un truc comme ça qui devait revenir de la Libye et qui se trouvait, paraît-il, chez Yamous. Et donc à cette époque, Guéni déjà... on disait que... Mais le problème des Zakawa avec les Goans, si on peut revenir en arrière pour essayer de comprendre, c'est qu'ils étaient au cœur du pouvoir du Sénégal. Ils étaient au cœur du pouvoir du Sénégal. Et ils avaient aussi l'autre de prendre aussi le pouvoir, si je pourrais m'exprimer sur ce parce qu'il y a eu déjà des prémices qui étaient en 83, quand on négociait à Doba. Il devait y avoir un petit conflit entre Goran et Zakawa qui a été réglé d'une façon à l'autre. Donc, ce sont les Zakawa avec le pouvoir étaient très proches et ils étaient aussi, je crois qu'il y avait des distances qui étaient terribles à cette époque. Mais ça ne se voyait pas. Moi, quand j'étais avec Brahim Itno à Sarre, dans la délégation, il me parlait souvent de ce genre de l'autre, mais il ne s'exprimait pas d'une façon ou l'autre. Et aussi, quand j'étais arrêté à la DDS, on m'avait demandé pourquoi j'étais avec la délégation gouvernementale avec Brahim Itno et que les choses se passaient et que je ne remontais pas les informations au niveau de la DDS. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit non, pour moi, c'est que Brahim Itno et les fans, ils ont combattu ensemble, ils sont venus ensemble, et que
je ne pense pas qu'il doit y avoir de... Bon, ça, ce ne sont que des informations qui sont parcellaires, comme ça que je vous le donne. Mais pour revenir au fait même, c'est que c'est le mouvement du 1er avril qui a déclenché, effectivement, le massacre des Zakawa. Merci. Comme vous avez dit tout à l'heure, je vais vous citer une déclaration qui a été faite par Mohamed Djibril. Oui. Si vous pouvez nous donner votre impression par rapport à ce conflit entre les Sakawa et les Goran. Mohamed Djibril disait ceci. Il dit que les tribus que le président détestait le plus, ce sont les Arabes et les Sakawa. Chaque fois qu'il y avait des problèmes les concernant, le président ordonnait leur arrestation. Qu'est-ce que vous suscite cette déclaration par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce conflit entre l'ethnie Goran et l'ethnie Sakawa? Moi, je ne pense pas que ce soit... Je pense que c'est dû plutôt parce que le président pensait que c'était une trahison pour lui. Et je pense que c'était peut-être ça, mais pas au niveau de... Même si c'est détesté, je ne pense pas que c'était... ça, c'est mon point de vue. Maintenant, avant le conflit dont vous parlez, beaucoup de témoins de contexte ont parlé du bon voisinage entre les Sakawa et le régime de l'accusé. Oui. Certains disent même à répétition que le bras armé du régime était les Sakawa et les Adjaraï. Oui. Pendant votre service au niveau de la DDS, oui. est-ce que vous pouvez nous dire le taux de représentation de cette ethnie dans l'appareil de répression de la DDS? Est-ce qu'il y avait suffisamment de personnel relevant de l'ethnie Sakawa, ou bien avant le conflit, et pendant votre présence au sein de la DDS? Je pense que les Sakawa étaient effectivement nombreux sous le régime du Sénabré, mais il y avait aussi les Adjaraï qui étaient aussi là. Donc, on pourrait dire que c'est moitié-moitié quand ils sont là. Mais l'influence des Akawa, effectivement, l'influence des Akawa, parce que Idriss Déby, qui est l'actuel président, était le comme-chef. Et quand ils sont arrivés à N'Djamena, il était d'abord comme chef au niveau des femmes, et quand ils sont arrivés à N'Djamena, c'était lui qui était aussi commandant de chef armé de l'armée nationale tchadienne. Il y avait Jamous qui était aussi très influent. Mais comme je disais, dans le milieu adjaraï aussi, il y avait Idriss Médicine qui était aussi... donc pour moi, bon, effectivement, ils avaient une influence effectivement, sous le régime des Sénégalais, je peux le confirmer. Là, sur le plan politique, vous avez le parti unique du régime, c'était l'UNIR, n'est-ce pas? Oui. Et on dit qu'il y avait un commissaire chargé de la sécurité qui était à côté des commissaires, des autres commissaires qui servaient dans les structures de police. Et ce commissaire dressait des rapports. Est-ce que vous pouvez nous dire comment était organisé le commissariat de la sécurité au niveau de l'UNIR et à qui transmettait-il ces informations et sous l'autorité de qui ce commissariat était placé? Mais le commissariat à la sécurité, comme c'est une autre structure, comme par exemple le commissariat à la sensibilisation, à l'organisation, ainsi de suite. Mais ce qui a dérivé au niveau du commissariat à la sécurité, c'est qu'il s'est transformé en un instrument d'information et de renseignement. Ça veut dire que voilà, il y avait des milices qui servaient, par exemple, dans les arrondissements, dans les quartiers, dans les carrés, qui, quand ils ont connaissance des individus ou des suspects ou des personnes qui sont soupçonnées, par exemple, voilà, d'être en lot avec le régime, eh ben, ils faisaient des fiches qui venaient au niveau du commissariat à la sécurité. Et le commissariat à la sécurité rencontrait le président. Il peut s'il y a une information, il peut, par exemple, envoyer cette fiche d'information au niveau de la DDS. Et la DDS fait des recoupements et fait des fiches qu'il adresse, par exemple, au directeur, et le directeur adresse au président de la République.
c'est exactement comme aussi les préfets, les renseignements militaires, c'est-à-dire les chefs de renseignement militaire, c'est comme par exemple les RG. Voilà. Vous pouvez citer parmi les organes de renseignement et de répression le comité dont vous avez parlé tout à l'heure, le comité Ngalaka. Oui. C'est le comité Ngalaka ou Ingalaka. Dans votre déposition devant le juge belge, vous avez fait référence à l'historique du nom Ngalaka. Mais ça, c'était que... je voudrais savoir, je voudrais que vous reveniez sur l'historique d'où vient le nom Ngalaka, d'après vos explications. Et pendant la répression des Azeraï, ce comité existait, mais après, c'était la répression des Sakawa. Est-ce que le nom du comité et la composition du comité a changé? Non, dans le truc des Azeraï et des Akawa, c'était des commissions. Des commissions qui ont été voilà, désignées pour pouvoir, par exemple, procéder aux arrestations, aux auditions et au recoupement des informations. À cette époque, quand je parlais, par exemple, du comité Ngalaka, c'était des rumeurs qui persistaient. C'était au temps du septembre noir qui était à l'autre, et que des personnes qui faisaient partie de cette lotte, les noms qui revenaient, qui étaient cités, les collègues les citaient le plus souvent, c'était un certain Dadji, un certain Zakaria Bardé, Ahmad Dari. Voilà. Ce sont des noms il y avait Fadil, donc ce sont des noms qui revenaient le plus souvent. Dit dans votre déposition, je vous le rappelle, Oui. Ngalaka est le nom d'une montagne située dans la région naturelle. Oui, ça c'est toujours l'autre. Ouais. Il disait que c'était un comité, même au niveau des ministres, des fonctionnaires, l'autre parlait et qu'il s'agissait d'une montagne ou d'un nom d'un lieu qui est sacré, qui serait dans le village du président Hissène Habré. Rapprochement entre le nom du comité et le village natal. Mais ça, je ne saurais l'expliquer parce que ce sont des rumeurs que l'autre, mais on ne m'a pas expliqué le pourquoi, donc je ne sais pas. Maintenant, revenons dans... J'entends pas bien. Bien pas. Oui. Donc revenons maintenant dans le cadre de votre travail au niveau de la direction de la documentation et de la sécurité. Oui. Et vous pouvez confirmer que vous avez été arrêté en 1986. En 1986, vous avez été arrêté et que vous avez obtenu la liberté le 6 septembre 1989. C'est 87. En septembre 80. J'étais arrêté en 89. En 89, vous avez été arrêté? Oui. Mais il y avait d'abord 87, ouais. Quand j'étais en mission à Mondou. J'étais tombé malade. On m'a amené d'abord à l'hôpital de Mondou. Après, on m'a amené à la maison d'arrêt de Mondou. Et de la maison d'arrêt de Mondou, on m'a transféré à N'Djamena, à la prison de la piscine à N'Djamena. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis là-bas. Et quand mon état de santé s'aggravait, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait sortir et ils m'ont remis aux parents. Ça, c'est la première arrestation. La deuxième arrestation, c'était, je disais tout à l'heure que c'était le 3 mars 89. Quand j'ai repris ma santé et que je suis venu à N'Djamena pour prendre mon travail, donc je devais reprendre au service d'exploitation. Khalil, qui était mon adjoint, qui assurait l'intérim, ne voulait pas passer la passation de service. C'était avec l'adjoint au directeur, qui était Mbaïkoubou, qui était venu pour faire la passation de service. Et quand Khalil a refusé, moi j'ai dit à Mbaïkoubou, j'ai dit bon, moi je vais repartir rester à la maison. Si vous arrivez à trouver un compromis, vous me rappelez. Mbaïkoubou m'a dit non, vous partez, vous restez au secrétariat, je vais aller voir le directeur. Et quand il est parti, il est ressorti. Ce n'était pas lui qui est venu me voir, mais c'était le lieutenant Ndjugoto avec Mamat Djibrine qui sont venus me signifier que le directeur leur a demandé de me mettre aux arrêts. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont amené à la Bessia. Est-ce que vous pouvez nous dire les motifs de votre arrestation, des deux arrestations d'ailleurs? Les motifs de votre arrestation? La première arrestation, c'était au niveau de Mondou. Après, on m'a transféré. Je suis allé parce qu'il y avait
Guéni m'a donné une mission d'aller à Mondou parce qu'il y avait une bombe qui a explosé dans le bureau de World Vision à Mondou. Il y avait déjà 2 officiers de sécurité qui étaient là-bas. Il y avait Yaldé Samuel et il y avait Djibril, Khalil Djibril qui était là-bas. Quand je suis arrivé, je suis allé voir, à cette époque, c'était Doubré qui était le préfet de Mondou. Je suis allé me présenter au préfet. Je dis voilà, je viens de la part de la direction de la documentation pour voir ce qui s'est passé au bureau de World Vision. Donc je suis venu, j'ai rencontré mes 2 collègues. Nous sommes allés sur le lieu. Ce que j'ai constaté, parce que je suis un spécialiste, je connais, j'ai été formé aux États-Unis à l'antiterrorisme, donc je connais que si c'est une bombe qui a été déposée, je pourrais par exemple constater le cratère, ainsi de suite. Or, quand je suis allé, j'ai constaté que c'était une grenade à fusil que quelqu'un a tirée. Donc ça traversait un mur, et donc ça fait un peu des éclats au niveau du bureau. Donc j'ai dit non, ce n'est pas une bombe, parce qu'au niveau de la DDS, il disait qu'effectivement, les Libyens venaient avec des valises piégées, et que bon voilà, que ce sont eux qui ont déposé, avec des complicités de Tchadiens, qu'ils ont déposé cette valise dans le bureau de World Vision. Moi, quand je suis allé, j'ai vu que ce n'était pas une bombe, que c'était une grenade à fusil qu'ils ont tirée. Quand je suis revenu, on discutait, j'ai dit, les amis, ils n'étaient pas d'accord. Et après, bon, j'ai commencé par avoir mal à la tête, et puis après, j'étais tombé malade. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont mis d'abord amené à l'hôpital, et après en prison. Et pour eux, j'avais fait une maladie imaginaire aussi, parce que les gars qui étaient, Djibril et Khalil Djibril et Samuel, les ont déjà dans leur tête que c'était des Gangambaï qui étaient complices et que ce sont eux qui ont amené ces valises. Et donc, moi, j'ai dit non, ce n'est pas eux qui... On cherche là peut-être une autre... L'autre, c'est peut-être un militaire qui a tiré cette lotte. Non, mais ce n'est pas des civils. Eux, ils ont dit que voilà, que c'était eux qui ont... Donc, finalement, j'étais tombé malade. Donc, pour eux, d'abord, 1, j'ai fait une maladie imaginaire. 2, j'ai défendu voilà, des Gangambaï qui étaient censés être de même ethnie que moi, que je les ai défendus. Donc, voilà. C'est peut-être cette raison, parce qu'on ne m'a jamais posé la question dessus. Quand j'étais arrêté, et après, quand on m'a remis aux parents, on ne m'a jamais posé la question dessus. Donc, pour moi, c'est que, bon, peut-être que, bon, voilà, mes collègues, ils ont dit que, voilà, que j'avais fait une maladie imaginaire et que, voilà, j'ai couvert les 2 qui étaient cités comme étant, par exemple, voilà, mes parents, et donc je les ai couverts. Donc, peut-être ça. Donc, en résumé, Bandim Bandoum, agent de la DDS, s'est retrouvé dans les géoles de la DDS. Oui. Et dans les dépositions qui ont été recueillies au cours des commissions rogatoires, on a fait état de beaucoup d'agents de la DDS qui ont subi le même sort. Avez-vous connaissance personnelle des agents, certains de vos collègues qui ont été arrêtés, écornés ou violentés? Et si oui, quels étaient les motifs de leurs sanctions? Et puisque le secret était absolu, donc moi, l'autre, je peux citer par exemple un collègue qui s'appelait, celui qui avait même effectué la mission vers la région de Pala pour ramener Kaya Jacob, a été arrêté aussi. Et il était aussi en prison, il s'appelait Madi. Malheureusement, bon, après l'autre, il était resté à N'Djamena et il a été tué. D'autres, effectivement, des agents de la DDS ou de la Bessir étaient arrêtés pour des motifs que bon, je ne connais pas. Donc voilà, ils ont fait la prison. Certains sont libérés. D'autres qui sont arrêtés, par exemple, dans les milieux des Aziraï. Par exemple, c'est en relation avec l'affaire des Aziraï. Donc voilà, ça c'est ce que je connais, ce que je peux vous dire que, voilà, que j'ai pu savoir voilà, sur l'arrestation, par exemple, des agents de la DDS ou de la Bessir. Au cours de vos fonctions de gardien, en tout cas de surveillant des prisons, et vous avez un peu duré d'après vos déclarations au niveau des locaux, est-ce que durant tout ce temps, vous avez eu connaissance de visites effectuées par des avocats auprès de vos détenus, ou est-ce que vous avez vous-même
où vos collègues procédaient à des transferts de détenus vers les tribunaux ou vers les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie. Si vous en connaissez des cas, pouvez-vous nous les citer chez Bandim? Non, il n'y a pas de cas parce que, comme je vous ai dit au début de mon intervention, que les prisons étaient des trucs à vase clos, le secret étant absolu. On ne travaillait pas avec la justice, ni avec moi et encore avec les avocats. S'il y a un cas, peut-être il doit en avoir, mais à ma connaissance, non. Je n'ai pas assisté à ce cas. Toutes les fiches d'audition, les PV qu'on faisait, c'est adressé au directeur de la documentation. C'est-à-dire que si, normalement, dans un autre classique, on dressait les PV, on présente le détenu devant le juge, et c'est le juge qui prend la décision, soit par exemple, soit... voilà. Toujours dans le cadre de vos services, avez-vous une liberté d'appréciation des ordres ou des instructions que vos supérieurs vous donnent? Est-ce que vous sentez que vous aviez la possibilité de refuser d'exécuter un ordre, même si c'est un ordre d'exercer des violences ou un ordre d'arrêter une personne sans aucun fondement légal? Est-ce que vous avez senti cette liberté dans votre action en tant qu'agent de l'administration? Si j'avais cette possibilité, je pourrais bien utiliser ma baïonnette intelligente et pourrais faire par exemple l'autre, mais je n'avais pas cette possibilité. Vous agissez souvent dans la contrainte, comme la plupart de vos collègues? Oui. Maintenant, venons-en aux vagues de répression. Dans votre déposition, vous avez fait état de beaucoup de détenus Sakawa, précisément au niveau de la prison des Martyrs. Combien de temps vous avez séjourné au niveau de cette prison? Est-ce que vous pouvez également revenir sur le nombre, les vagues d'arrestation et de détention de cette ethnie Sakawa et leurs conditions même de vie au sein de cette prison? Dans la foulée, oui, j'attends votre question. C'est bon? Dans la foulée du 1er avril, les semaines qui suivent le 1er avril, il y avait beaucoup de vagues d'arrestations, donc ça venait de partout. Et ce n'est pas seulement au niveau de camp de martyrs, donc ces personnes arrêtées sont dispersées un peu partout, que ce soit à la Bessile, que ce soit au niveau de la DDS, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau de la sécurité présidentielle. C'était des vagues d'arrestations qui étaient là. Mais en ce qui concerne le camp 13, il y avait une cellule qui était à l'autre. En moins de temps, cette cellule était remplie. Il y avait au moins 50 personnes en face qui étaient là. Et ces Akawa étaient parqués à part. Donc, au début, quand on était 2 ou 3, à l'autre, on était dans une cellule. Mais après, ils nous ont mis à part et il y avait une cellule spéciale qui était destinée aux Akawa. Et pendant ce séjour également, vous aviez témoigné sur les extractions nocturnes qui se faisaient? Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ces extractions? Les éléments de la Bessile. Et le sort qui a été réservé à ces personnes extraites nuitamment? À quelle destination on les amenait? Et pourquoi on procédait à ces extractions nocturnes? Pour le pourquoi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la nuit, les éléments de la Bessile qui assuraient la garde là-bas venaient, sortaient des gens, 3 ou 4 personnes. Quand ils partaient, ils ne revenaient plus. Donc on espérait, on pensait que bon, voilà, ils sont peut-être amenés ailleurs, sont là, mais ces personnes, on ne revenait plus. Je me rappelle que j'avais le directeur de l'hydraulique pastorale, qui était aussi une personnalité qui était arrêtée, qui était aussi là. Quand on sortait pour manger à 13h, on ne le voyait pas, donc bon, on se posait la question. Donc voilà, mais le pourquoi, ça, je ne sais pas comment expliquer. Tout ce que je sais, c'est que les gens sont enlevés la nuit et que bon, quand à midi ou à 13h, quand on sortait pour manger, et quand par exemple on ne voit pas telle personne, bon, on se posait la question, mais où est-ce qu'ils l'ont amené? Voilà, donc ça prouve que bon, voilà, qu'il a été enlevé. Et que, il y avait aussi une fois,
les prisonniers de Zakawa qui étaient mis dans une lotte, ils ont réussi à creuser la dalle de la toiture et ils sont sortis. Mais comme ils étaient tellement faibles, ils ne pouvaient pas aller loin. Donc voilà, comme ils sont aussi connus, parce que c'est l'autre, donc il y avait eu des recherches dans la ville, il y a certains qui sont repris, qui les ont ramenés et que bon, ces personnes ont disparu. Sur les vagues d'arrestation, toujours au nord-est, vous parlez d'un avion C-130 qui transportait les détenus et les personnes arrêtées de Biltine, Iriba vers la capitale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de ce transport de détenus? Parce que vous en avez parlé longuement dans votre déposition. Est-ce que c'était un avion de l'armée tchadienne ou bien c'était un avion de quelque autre compagnie? Et comment se faisait le transport? Parce que apparemment vous avez dit que les gens étaient parqués dans l'avion en grand nombre et à leur arrivée ils étaient parqués à l'aéroport de N'Djamena. Vous pouvez revenir un peu sur ces circonstances? Et c'était dans quelle déclaration j'avais fait ça? Devant le juge d'instruction belge, code D1 à 27. J'ai parlé d'un avion C-130 qui était un avion de l'armée tchadienne, qui effectivement, cet avion il faisait le relais chaque fois quand des missions qui sont allées par exemple dans le Guéra ou mais c'est effectivement dans le Guéra et il y avait une fois aussi C-130 qui a été utilisé à l'Assar, comme j'avais expliqué tout à l'heure avec Zakaria Bardé. Effectivement, ils ont amené des prisonniers, effectivement, à N'Djamena. Sur la responsabilité personnelle de l'accusé, M. Bandim. Oui. Qu'est-ce que vous dit le nom de Robin Assingar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, vice-président du FIDH? Dans une des dépositions que vous avez co-signées avec lui, oui, vous déclarez ceci: toutes les informations des services de répression remontaient à la présidence de la République. Après contrôler tout, c'était comme une toile d'araignée. Donc, il était au courant immédiatement de tout ce qui se passait. Oui. Et vous avez consigné ce procès-verbal, parlant même de la responsabilité de l'accusé. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances qui vous ont amené à faire cette précision devant M. Robin Assingar lors de votre déposition? C'était Dobian Assingar. Effectivement, je me rappelle bien de cette déclaration. Le service de renseignement au niveau de la DDS, c'était effectivement une sorte de toile d'araignée qui était effectivement à l'autre parce qu'il y avait l'UNIR qui apportait les informations, qui faisait du renseignement. Vous avez la DDS. Dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, les sous-préfectures et postes administratifs, il y avait des agents d'information. Ce qui s'est passé, par exemple, aujourd'hui, par exemple, dans la région de Gorée, est automatiquement su le lendemain matin, parce qu'il y a une antenne de la DDS qui, quelque part, qui rapportait ces informations au niveau de l'autre. C'est dans cette option que j'ai dit qu'effectivement, le service de renseignement qui a été mis en place sous le régime du président Hissène Habré était une sorte de toile d'araignée. Toutes les fiches qui se font au niveau de la DDS sont adressées. Tout à l'heure, je vous disais que toutes les fiches d'audition sont adressées à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad. Comme zone, les officiers de renseignement militaire, toutes ces informations sont adressées à chacun, par exemple, à leur responsable, et les responsables transmettaient effectivement, le président, il est au courant de beaucoup de choses qui se passaient. Et ces deux fois, c'est revenu au niveau de la DDS, où des synthèses ou des recoupements sont faits et renvoyés à la ceinture du directeur de la documentation qui transmet au président de la République. Comme dernière question sur toujours la participation personnelle de l'accusé, vous avez fait état de la participation de l'accusé au combat d'Iriba contre donc, les rebelles. Et vous avez affirmé que
l'accusé avait personnellement pris part avec un de ses ministres chez Kamougué à cette bataille, et qu'ils ont été défaits et qu'au retour, c'était la débandade du gouvernement. D'où est-ce que vous tirez ces informations? Est-ce qu'effectivement l'accusé était sur le théâtre des opérations en dirigeant les combats? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements? Ça aussi, c'est des rumeurs qui se pratiquaient au niveau de la DDS. Et le président Hissène Habré, c'est un combattant, donc ça n'a pas de lot. Il a toujours pris part au combat depuis qu'il arrête. Donc, ce sont des choses qui se disent au niveau de la DDS. Et donc, voilà, des collègues m'ont parlé qu'il a effectivement... Kamougué était avec lui aussi sur le terrain, effectivement. C'était le combat entre les éléments du MPS et l'armée gouvernementale, effectivement. Monsieur Bandim Bandoum, vous insistez pour dire que vous vous contentez de ce que vous avez vu personnellement ou vécu personnellement. Oui. Vous avez vécu dans les prisons de la DDS. Vous avez cohabité avec des détenus Sakawa pendant une certaine durée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement le nombre de détenus Sakawa avec lesquels vous avez cohabité pendant votre incarcération, un nombre approximatif ou un pourcentage approximatif, pour nous édifier un peu sur le phénomène de la répression? Le camp 13 est une prison à trois cellules, je crois. Voilà. Je peux dire qu'ils sont entre 50 à 60 personnes. Et c'était je peux approximativement, ils seront à cette retraite. Mais dans d'autres prisons, je ne connais pas. Bien. Quelques petites précisions, M. Bandim. Le rapport de la Commission nationale d'enquête fait état à sa page 43 d'une liste de personnes qualifiées de tortionnaires redoutables. Oui. Dans cette liste figure votre nom. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette accusation de la Commission nationale? Moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas torturé quelqu'un. J'ai arrêté, oui, les gens. Je n'ai pas torturé quelqu'un. Bien. Durant le service que vous avez effectué à la DDS, avez-vous une fois rencontré M. Hissène Habré? Non. L'avez-vous une fois vu au niveau de la DDS? Une fois, j'étais de permanence. Il était venu, mais je l'ai vu de loin, mais pas de près. C'était de loin. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui? Vous pouvez lui jeter un coup d'œil? Oui, je le reconnais, oui. Mais est-ce qu'il était toujours enturbané? C'est sa tradition. De temps en temps, quand il lutte, mais bon, le turban est une sorte de tradition qui est peut-être dans sa culture, à lui, dans sa coutume. Le président était quelqu'un un élégant personnage qui, des fois, il se mettait en costume. Je le voyais toujours avec son bonnet, avec son capitani, c'est l'autre que je le vois. Mais s'il s'est mis avec son turban, c'est son choix. C'est aussi, il veut se mettre dans son autre, je ne peux pas l'expliquer. Bien. Monsieur le Président, vous permettrez que j'interpelle directement Monsieur le Président. Vous lui demandez, il vient tout juste d'entendre la déposition d'un agent de son administration, de sa police politique, qui lui était subordonné en raison de la confidentialité de ses activités. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut le confirmer ou l'infirmer dans ses déclarations selon lesquelles, M. Habré, vous contrôlez tout, vous connaissez tout et vous n'avez rien fait pour limiter ou interdire les exactions commises au Tchad durant votre règne? Même si je n'ai pas de réponse, je vous prie, Monsieur le Président, d'autoriser le greffier à consigner
ma question. Je vous remercie. Le parquet en est terminé pour ces questions. Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Banjim Bandoum, le parquet vient de clore sa liste de questions, mais le relais serait au Conseil de la partie civile, des parties civiles. Donc, messieurs, mesdames, maîtres, la parole est à défense, aux parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Banjim Bandoum, avant que je ne vous pose quelques petites questions, je commencerai par poser celle-là. Il ressort des archives de la DDS l'existence de 2 serments incontournables. Le premier concerne beaucoup plus les agents de la DDS et le second, c'est pour des personnes arrêtées et libérées. Pour vous rafraîchir la mémoire, je me permets de vous lire ce serment qui vous concerne. Je jure sur mon honneur, fidélité et dévouement au président de la République et aux institutions de la Troisième République. Je prends l'engagement solennel de ne jamais trahir et de garder secrètes toutes les activités de la DDS, quelles que soient les circonstances et en toute épreuve. Êtes-vous toujours lié par ce serment? D'abord, l'avez-vous prêté en prenant fonction à la DDS? Avez-vous prêté ce serment? Pour ce qui me concerne, non. Parce que au moment où ils ont instauré ce serment, c'était au temps de Guigny. Donc, je n'étais pas présent à N'Djamena. Donc, moi, je n'ai pas prêté serment, ni sur la Bible, ni sur le Coran. D'accord. Vous avez beaucoup plus parlé de votre implication dans les négociations avec les Kodo. Je voudrais savoir, quand vous avez fait partie de la première délégation pour négocier avec les Kodo, parce qu'apparemment, il y a eu 2 négociations, Bodo 1 et Bodo 2. C'est exact? Oui. Quand vous avez négocié avec les Kodo, quels étaient les éléments essentiels sur lesquels vous vous êtes basé pour procéder à ces négociations? Vous parlez des clauses, ou bien c'est les clauses qu'on a traitées avec les Kodo, ou bien je ne comprends pas votre... Il y avait des éléments essentiels qui constituaient la base de ces négociations. Les clauses sont intervenues après. Parce que vous avez parlé des clauses qui concernaient uniquement les militaires, ça j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Mais il y a eu des éléments qui ont guidé ces négociations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Hissène-Habré avait désigné une délégation. Et le but de cette délégation était d'aller vers nos frères Kodo, négocier avec eux et faire la paix au niveau du Sud. Ça, c'était l'objectif de la délégation gouvernementale. Nous sommes arrivés à Mondou, nous sommes allés à Baïnamar. Baïnamar, les Kodo ont refusé de nous rencontrer. On était restés 1 semaine. Ils disent qu'ils ne vont pas nous attaquer parce qu'on avait un dignitaire du Sud qui était avec nous. Donc, voilà. Mais ils ne veulent pas nous recevoir. Et c'est comme ça qu'on a quitté, on est revenu à Doba. À Mondou d'abord et à Doba. À Doba, quand on était arrivé, la situation était bloquée parce qu'on ne sortait pas de Doba à 10 km. Tous les ponts étaient coupés, qui reliaient les villages étaient coupés. Et donc, Djidinga avait convoqué une réunion des notables à Doba, sur laquelle la délégation a demandé à ces notables de faciliter la démarche pour pouvoir rencontrer les Kodo. Et c'est au cours de cette réunion qu'à cette époque,
le comme-chef qui était le président Idriss Déby, s'est levé dans la salle pour dire que voilà, ici, il a indexé même les autorités civiles qui étaient là, que voilà, ils sont, si le président leur a donné cette mission et qu'ils sont incapables, voilà, qu'ils disent, parce que qu'on avait raté cette négociation à Bainama, pour lui, c'est que la mission, c'est un échec. Donc voilà, qu'on lui dise la vérité et que bon, voilà, lui, c'est un militaire, il va en terminer avec les Kodo. Et c'est comme ça que Djidinga lui a répondu que non, que le président, s'il voulait la guerre, il allait directement le désigner pour faire la guerre, mais comme il a voulu faire la paix, et c'est comme ça que cette délégation était à Doba. Et la nuit, quand la réunion s'est terminée, il m'a été demandé, comme j'étais très proche les Kodo étaient très proches de mon village, est-ce que je pouvais amener les courriers? C'est comme ça qu'ils m'ont écrit les lettres, et j'ai pris ces lettres et que je suis allé remettre au Kodo, et c'est ce qui a abouti à Bodo 1. Voilà, ça c'est les préalables de cette négociation. D'accord, vous me parlez de la paix, mais on ne se rébelle pas pour rien. Que revendiquaient exactement les Kodo? Oui, mais les Kodo, en 1982, quand Sénabré voulait pacifier le Sud, c'était pas l'autre. Donc, il y avait eu des actions, des razzias, et c'est ce qui a mécontenté les Kodo. D'ailleurs, dans un premier temps, c'était aussi qui fouillaient ces massacres. Donc, il y a certains qui sont allés même en Centrafrique. Moi-même, à cette époque, en 1982, j'avais fui, je suis allé même à la frontière à Gorée avant de revenir. Donc, c'est après que ces actions ont continué, et c'est comme ça que cette structure de Kodo était née et s'était mise en place au niveau de la frontière centrafricaine pour s'agrandir après dans les autres régions, comme par exemple Sar, Mondou et Bangor. Ok. Et vous avez dit que vous avez séjourné 1 mois entier à Doba. Oui. Est-ce que c'était toute la délégation, y compris les ministres que vous avez cités, entre autres ministre Djidinga, ministre Koibla et... Oui, on était arrivé le 31 octobre à Bodo. Bodo était une ville morte, c'était une commune morte, parce qu'il n'y avait personne. Quand on était arrivé chez le chef de canton, les herbes poussaient à hauteur déjà des cases. Donc c'est nous qui avons débroussaillé la concession du chef de canton pour pouvoir... le président, le comme chef, Idriss Déby, qui était avec son armée qui nous accompagnait, était logé au niveau du CG de Bodo. Et on a négocié jour pour jour, 1 mois. Et c'était le 30 novembre qu'on avait signé l'accord de Bodo 1. Donc, pendant 1 mois de séjour, je pense que vous êtes capable de nous parler des massacres de Bengamian. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que les massacres de Bengamian ont intervenu, je crois, pendant votre premier séjour à Doba. Oui, on était à Doba. Comme je disais, Djidinga avait pris contact avec les notables. On était à Doba quand il y a eu l'attaque de Bengamian. Ça, je peux l'affirmer. Oui, mais ça, vous n'en parlez pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé à Bengamian? C'était un massacre. Oui, mais j'étais pas là. Là, vous me dites simplement, il y a eu les attaques à Bengamian, mais comment ça s'est passé concrètement? Mais je disais tout à l'heure, dans mon intervention, que quand les militaires arrivaient dans un village, pour eux, c'est tous des Kodo. Donc, ils rasiaient, ils pillaient, ils brûlaient les cases, ils brûlaient les greniers, tout ce qu'ils trouvaient et qu'ils étaient en âge, par exemple, de l'autre, sont exécutés sommairement. Ceux qui, l'autre, ils les ont pris, ils les ont amenés à Doba. Certains ont été remis au service de la DDS à Doba, donc je peux effectivement confirmer ça. Est-ce qu'il y avait des militaires à Bengamian? Est-ce qu'une base militaire était organisée à Bengamian?
Bengamian était une petite solotte, il n'y avait pas de militaires à Bengamian. Donc, il n'y avait que les populations civiles. Effectivement. OK. Vous avez dû, avant d'effectuer toutes ces démarches pour entrer en négociation avec les CODO, vous avez dû effectuer des recherches pour identifier les bastions des CODO. Bodo serait-il le bastion des CODO? Pourquoi vous êtes allé, dans un premier temps, à Bodo? Non, nous sommes... J'ai dit tout à l'heure que quand on était à Doba, moi j'avais un cousin qui était Piqué Emmanuel Le Devant, qui a été aussi tué par les militaires, était chef de poste administratif à Béboto. Et donc, quand j'avais accepté de prendre les courriers, quand je suis allé, je l'ai trouvé d'abord à Béboto et je lui ai parlé. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec les CODO. C'est les CODO eux-mêmes qui nous ont dit que la négociation serait à Bodo. D'abord, ils nous ont demandé de quitter le 31 octobre. Et puisque je disais tout à l'heure que tous les ponts qui reliaient les petits villages étaient coupés. Donc, eux-mêmes, ils ont réparé les ponts et ils nous ont guidés sur un itinéraire. Parce que pour nous, il fallait voir à combien on était. C'était pour dénombrer notre roulotte pour pouvoir... Donc, ils nous ont demandé de quitter Doba, passer par Béti, Bébungaï, Bébo, Béboto, et Béboto d'abord aller à l'autre. Donc, il y avait Doba-Bodo, c'était 51 km, donc on pourrait directement passer par l'autre et aller à Bodo. Or, ce sont eux qui nous ont désigné le lieu de négociation, ils nous ont désigné l'itinéraire pour aller jusqu'à Bodo. Mais ce n'était pas nous qui avons choisi Bodo. Monsieur le témoin, ce n'est pas à l'avocat que vous vous adressez, vos réponses sont adressées à la Chambre. Je vous en prie. Merci. Connaissez-vous un certain monsieur Kassala Baningar? Oui, il était officier de renseignement à Assar. Officier de renseignement à Assar. Oui, militaire. Selon les déclarations de monsieur Baningar Kassala, officier de renseignement à Assar, vous avez été nommé responsable de la DDS Assar. Oui. Cela est exact? Oui, j'ai été nommé par un décret présidentiel responsable à ça. Je venais de le dire tout à l'heure que quand j'avais une brouille avec le ministre Brahim Itnou, il voulait que je reparte à N'Djamena. Et le président, peut-être que le préfet de SAR a informé le président et le président a pris un décret pour me nommer chef service sécurité à SAR. Je le confirme. Ok. Il y a eu une délégation partie de N'Djamena pour s'occuper justement de la zone du Moyen Chari. Cette délégation avait à sa tête M. Brahim Itnou. Et vous les avez reçus, selon les déclarations toujours faites par M. Baningar Kassala devant les juges d'instruction en commission rogatoire au Tchad. Cela est exact? Quand Brahim Itnou était désigné pour la délégation gouvernementale à Assar ou une mission à Assar et qu'il était resté, je n'étais pas là avec lui. Moi, je l'ai regagné en décembre 1985. Donc, quand il logeait à la Coton-Tchad. Donc, ce qui s'est peut-être passé à l'autre, moi, je n'étais pas au courant, mais moi, je sais que je suis allé pour le trouver à ça, c'était en décembre. Je me rappelle bien, on a quitté avec Zakaria Berdé le 23 décembre, le matin, et on est arrivé le même jour à ça. Ça, je peux le dire. Mais avant ça, quand le Brahim Itnou était à l'autre, je n'étais pas avec lui. Ma mission auprès de lui a débuté le 23 décembre 1985. Plusieurs cadres du Moyen Chari ont été arrêtés et ont disparu par la suite. Il y avait toute une liste de ces cadres-là.
Et parmi ces cadres, vous avez le docteur Ndemwayo Ngoïdi, Oui. vous avez Baba Traoré, vous avez Rémi Tatala de la STT, pardon. Vous avez Mato, M. Mato qui était un enseignant. Vous avez M. Ngon Goto qui était également un enseignant. Vous avez M. Mata qui était aux eaux et forêts. Est-ce que vous avez des informations sur l'arrestation de ces cadres du Moyen Chari? Et ça s'est fait à quelle période? Je crois que c'est aux alentours de juillet, septembre 84. Ça, parce qu'il y avait Mamad Fadi qui était sur place là-bas. Il y avait Zakaria Bardei qui était aussi là-bas. Il y avait Khalil Djibril qui était chef sécurité à ça. Il y avait un préfet qui était de la région, que j'ai oublié son nom, je me rappelle pas. C'était lui qui était le préfet à ça à cette époque. On l'a fait venir à N'Djamena. On a dit que voilà, qu'il est rappelé à N'Djamena. Il a été rappelé à N'Djamena. Bichar, comment il s'appelle, Agar, Bichir Agar, qui était le commandant, on l'a désigné pour remplacer le préfet. Donc c'était lui le préfet. Il assumait en même temps les fonctions comme zone et en même temps préfet intérimaire. Il y avait aussi la sécurité présidentielle qui était sur place là-bas. Ces gens qui étaient, la délégation qui était partie, étaient logés dans une villa qu'on appelait villa chinois, qui n'est pas loin de la mairie. Je ne peux pas donner exactement la position, mais si je suis présentement à Sarre, je peux par exemple vous désigner cette villa, on appelait ça la villa chinois. Et c'est dans cette lotte que les gens que vous venez de citer sont arrêtés deux fois par les policiers au niveau du commissariat, gardés d'abord au commissariat. Et puis, voilà, la nuit, ils sont conduits notamment dans cette villa où ils sont torturés et par la suite exécutés. Khalil est là, il pourrait en dire un peu sur ces arrestations. Zakaria Bardei est là, il pourrait peut-être en parler sur ces actions, mais ce sont des choses qui, effectivement, sont réelles. Il y avait aussi le procureur de la République de Sarre qui était aussi arrêté. Je vous rappelle, monsieur le témoin, qu'il faut parler dans les micros et vous donc, adresser à la Chambre. Et donc, voilà, ça, je peux confirmer, ça c'est ce que je sais, par exemple, de ces arrestations et de ces exécutions. À l'époque, vous étiez déjà directeur de la DDS à Sarre? Non. J'ai pris les fonctions de chef service sécurité, je m'appelle bien, en 86. Donc, je n'étais pas à Sarre. Le type qui était à Sarre, c'était Khalil Djibril. Et vous l'avez relevé? Comment? Vous avez relevé Khalil Djibril à la tête de la DDS à Sarre? Je n'ai pas relevé Khalil Djibril. J'ai relevé un certain Issa. Voilà. Moi, j'étais avec la délégation gouvernementale. J'étais avec Brahim Itno. C'est quand je peux, par exemple, revenir, si vous me permettez, revenir pour expliquer bien ce que c'est qu'à cette époque, je faisais les intermédiaires entre les cours. C'est moi qui partais vers les cours rouges, vers les cours de Kiabé. Et donc, un jour, Zakaria Bardei, qui, chaque fin de mois, venait pour ravitailler la délégation gouvernementale. Donc, il était venu. Moi, il y avait ma femme qui était à N'Djamena, parce que comme j'étais détaché à la délégation gouvernementale, ma femme m'avait appelé pour me demander que voilà, il avait utilisé l'argent de nourriture pour pouvoir soigner les enfants. Est-ce que je peux lui envoyer quelque chose? Donc c'est comme ça que je suis venu, j'ai remis quelque chose à Zakaria Bardei. J'ai dit, s'il arrive à N'Djamena, de remettre cet argent à mon épouse pour pouvoir... Je ne sais pas ce que Zakaria Bardei a... Est-ce qu'il est venu là parler au président? Moi, je ne sais pas. Toujours dit que le mois prochain, quand il était venu,
Il était venu avec une enveloppe. Entre-temps, j'étais en mission à Kiabé pour rencontrer les codos de Kiabé. Et Zakaria Bardé, au lieu de remettre l'argent à Brahim Itno, il a remis à Mbal Zarpapi, qui était le préfet. Donc quand je suis venu, Mbal Zarpapi a pris l'enveloppe pour remettre à Brahim Itno. C'était la brouille que j'avais eue avec le ministre Brahim Itno. Donc quand je suis venu, Brahim Itno a pris l'enveloppe, il m'a jeté avec, il me dit que je fais un travail parallèle. J'ai dit, mais moi, chaque fois que je viens en mission, je viens, je fais mon rapport, je vous donne une copie j'envoie à la DDS, une copie je garde comme archive. Je ne fais pas un travail parallèle. Il me dit, mais pourquoi la présidence vous a envoyé cette enveloppe? Quand j'ai ouvert, c'était l'argent. Donc, il m'a dit, bon, comme je fais un travail parallèle, c'est fini, ma mission finie avec lui, il faut que je regagne N'Djamena. Je dis, d'accord. Il m'a dit d'aller voir le chef d'agence de Air Tchad pour prendre l'avion pour voyager demain. Je dis d'accord. Donc je suis venu voir le préfet pour lui dire que voilà, j'ai débrouillé avec Brahim Itno, je dois partir demain à N'Djamena. Et donc c'était peut-être le préfet qui a annoncé peut-être la nouvelle à N'Djamena. Et la même nuit, il y a eu une mission de la DDS qui a quitté avec le décret présidentiel me nommant chef sécurité à ça. Et donc, c'est en 86. Et c'est que tous les codos étaient déjà sortis. Voilà. Donc, en 84, au moment de Septembre Noir, c'était Khalil Djibril qui était chef service sécurité là-bas. Donc, Septembre Noir n'a pas commencé avec les événements de Delhi. Pour moi, c'était le début de l'autre, parce que Delhi a été le déclencheur peut-être de Septembre Noir. Delhi était en sorte ce qui a déclenché, par exemple, au niveau, c'était aussi en septembre ou en juillet, je ne sais pas si je ne me rappelle pas bien de la date. Vous avez parlé tout à l'heure des massacres de Ngalo. C'est bien intervenu avant Delhi. C'est bien intervenu avant septembre 87. Oui, mais donc, ça c'était au moment où je n'étais pas encore à ça. C'était peut-être au temps quand Brahim Itno était peut-être à Sarre à cette époque. Mais moi, je n'étais pas avec lui à cette époque, le massacre de Ngalo. Moi, c'est après, quand je suis venu, que j'ai demandé au Kodo qu'est-ce qui s'est passé, et c'est comme ça que j'ai eu ces informations. Et ça, c'était déjà pendant les négociations que vous avez posé la question au Kodo de savoir ce qui se passait? Oui. Pendant les négociations, vous êtes allé vers les Kodo en éclaireur ou bien pour poser la question de ce qu'ils savaient et ce qui se passait? C'est tout le groupe qui est allé ou c'est vous qui étiez allé d'abord en éclaireur? Moi, je jouais l'intermédiaire. Je passais l'information, que ce soit autant avec la première délégation comme avec la deuxième délégation. Je faisais l'intermédiaire. J'essaie de prendre contact avec eux. Je passe toujours par des parents pour pouvoir, par exemple, aller vers les Kodo et essayer de dire que, bon, voilà, que le gouvernement est venu avec une mission de paix et que, bon, voilà, qu'il faut... Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par tous les responsables Kodo que j'ai rencontrés. Ils sont aujourd'hui encore là et qu'ils peuvent témoigner ce que je viens de dire. Vous avez aussi dit que les clauses militaires étaient réservées uniquement à l'armée. Et tout de suite après, vous avez dit que c'est de là qu'a découlé le massacre des Delhi. Alors, est-ce que c'est les clauses qui ont été difficilement exécutables et ça a provoqué ce massacre? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pour qu'on revienne encore sur le début de Septembre Noir? Les clauses ce sont des clauses qui ont été négociées et qui ont été paraphées et signées. Ce sont des clauses qui peuvent être exécutées facilement. Il y avait, les Kodo ont d'abord, dans un premier temps, demandé la démilitarisation de la zone. Et cette clause n'a pas été contenue dans les accords. Il restait juste la formation des Kodo
Il restait aussi la paye des arriérés et de l'autre des Kodo, la PGA, et pour remettre à leur famille avant de quitter le Sud pour aller être brassés dans les unités des Forces armées nationales tchadiennes. Voilà. Donc, ce sont des clauses qui étaient très faciles à exécuter, donc ce sont des clauses militaires. Et on a regroupé les Kodo dans les centres-villes. Il y a certains même qui étaient déjà désarmés. Donc voilà, c'était quelque chose qui était facile pour moi, je ne comprends pas pourquoi voilà, ces clauses n'ont pas été respectées et pourquoi, voilà, ça c'est... Moi, je n'étais pas là et donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce sont ces clauses, l'exécution de ces clauses qui a échoué et qui justifie la reprise des négociations à Bodo pour avoir Bodo 2. Parce que vous dites que les Kodo ont regagné la brousse. Ça, c'est après Bodo 1. Oui, parce que quand les Kodo ont... L'autre, il y a eu l'histoire de Delhi et de Sar, les Kodo sont repartis en brousse. Et donc, il y a eu une... Moi, à cette époque, j'étais en formation aux États-Unis. Quand le président Sénabré a désigné le ministre Brahim Knou pour repartir, renégocier avec le... Et ils sont allés à une délégation. Il y avait Zakaria Hassan qui était au secrétariat de l'UNIR. Il y avait deux ou trois conseillers du CNC qui étaient avec lui, qui sont partis s'installer à ça. Et ce sont eux qui ont d'abord entamé les négociations. D'abord, ils ont négocié déjà avec Tokino. Et quand ils ont même signé un accord déjà même avec Tokino quand je suis arrivé à ça en décembre 85. Donc effectivement, moi quand je suis venu avec Bodo 2, on a négocié entre, je crois, novembre et décembre 80, même jusqu'à on a débordé sur l'année 86 avec Bodo 2. Donc votre délégation n'a pas négocié avec les Kodo de la Tangilé? Si, avec Kaye, entre-temps Kaye était vers l'autre, mais il y avait Koyemil qui représentait Kaye Jacob, et donc on est parti négocier avec lui à Lali. Et qu'est devenu Kaye après les négociations? Kaye n'était pas là à l'autre, Kaye était au Bénin. Kaye a été entraînés dans le guipier et ils l'ont arrêté, ils l'ont pris à la frontière camerounaise, ils l'ont amené à Léré. Et c'est là où un avion est parti le chercher. Maintenant, c'est là où il a été exécuté. La mission venait d'où? La mission est partie de N'Djamena. Vous en connaissez la composition? Il y avait Madi, il y avait Moustapha Masri. C'était donc une petite mission? Je ne sais pas si c'est une petite mission, mais ils sont allés le rencontrer au Bénin. Donc, ils l'ont trompé, ils l'ont amené jusqu'à la frontière pour pouvoir l'arrêter et l'amener à la frontière au Cameroun vers la région de Léré, et c'est comme ça qu'ils l'ont amené. Parlant de missions à l'étranger, au Bénin, vous avez travaillé étroitement avec M. Bichara Chaibo. Oui. Et dans les dépositions de M. Abdelaziz Philippe, devant les juges d'instruction, toujours en commission rogatoire au Tchad, il déclare que M. Bichara Chaibo était chargé de coordonner les enlèvements des opposants à l'étranger pour les conduire directement à la présidence de la République au Tchad. Et vous avez travaillé étroitement avec lui. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Le mot étroitement pour un peu l'autre, mais je pense qu'il était contrôleur quand il était arrivé, il était contrôleur de la DDS. Même, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il quittait le bureau, il disait qu'il partait voir le président.
effectivement, je le connaissais bien quand il était là. C'est quelqu'un de bien informé. Il recevait des téléphones un peu partout, même des téléphones qui tombaient de la Libye. Donc c'est quelqu'un qui est très informé, mais sur les missions d'enlèvement, par exemple, moi, je n'ai pas connaissance lui-même. Par contre, il y a une cellule qu'on appelle mission terroriste, voilà, qui a été mise en place, je ne sais pas si c'est en 1987, j'étais à ça. Donc, c'est cette mission qui s'est attelée voilà, à l'enlèvement, par exemple, des opposants à l'étranger, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Mais Bichara, quand je disais tout à l'heure que voilà, il était contrôleur, donc il contrôlait la situation des prisonniers aussi. Et c'est comme ça que Sayounous m'a demandé de l'adjoindre. Et donc, j'ai signé voilà, le rapport journalier de détention de l'autre pour pouvoir, par exemple, faire le rapport. Par exemple, quand un prisonnier est décédé, l'infirmier Sarias Negué voilà, délivre un certificat de décès. Et moi, au vu de ce certificat, je fais un rapport pour dire que, voilà, que le prisonnier est mort de telle maladie. Et puis voilà, je transmets ça, je peux affirmer ça, mais s'il a exécuté des missions à l'étranger, ça, moi, je ne peux pas voilà, confirmer ça. Mais en quoi consistait exactement votre travail à vous deux, Chaibo et vous-même? Ensemble, c'était quoi votre travail, votre rôle, tous les deux, puisque vous travaillez étroitement avec lui, vous étiez son adjoint. Et ici, c'est un agent de la DDS, un ex-agent de la DDS qui déclare qu'il coordonnait les enlèvements des opposants de l'étranger et il les conduisait directement à la... Si Abdelaziz dit, Abdelaziz c'était un gars de la Bessir qui, voilà, c'est lui qui était présent dans les commissions, il assistait, il pratiquait la torture, donc il sait. Mais en quoi, moi, si je ne suis pas au courant de ce que Chaibou enlevait des gens à l'étranger, je ne peux pas voilà, vous dire que, voilà, vous mentir que, voilà, que j'ai assisté ou j'ai vu Chaibou. Moi, je vous ai dit qu'il y a un service qu'on appelle mission terroriste qui est chargé de missions à l'extérieur, des trucs comme ça. Et ce service est dirigé par un certain Djadamala ou un autre. Donc, sur cette question précise, je ne peux pas vous répondre puisque je ne sais pas. Il était donc coordinateur de ce service-là. Qui Monsieur Chaibou. Chaibou était contrôleur au niveau de la DDS. S'il faisait des missions parallèles à côté, ça, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de très, 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 très informé. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre rôle, mais pas très explicitement. Vous avez dit j'archivais les choses. C'est quoi exactement que vous archiviez? Il y avait des... Quels sont les documents que vous archiviez? J'estime que c'est les documents. Oui, c'est des PV d'audition qui sont, par exemple, voilà, qui sont déjà clôturés, où les gens sont, où c'est revenu au niveau avec des annotations, ou bien c'est voilà, des fichiers des gens. Donc voilà, ça venait de tous les services. Toutes les archives des services de la DDS s'est concentrées au niveau du service documentation et archives, et donc on classait ces dossiers. Nous avons pu retrouver dans les archives de la DDS des documents qui portaient justement des annotations, mais des documents relatifs à la détention des femmes et à leur déportation en 2 vagues. Oui. La première vague à Wadidoum et la deuxième à Kalaït. Oui. Vous qui archiviez les documents, est-ce que ces documents sont arrivés chez vous? Est-ce que vous avez eu à voir ces femmes dans les locaux de la SC2E que vous avez décrit tout à l'heure? Effectivement, je peux affirmer que l'autre, mais pas dans les archives que si j'ai connaissance, je peux le dire là. Mais effectivement, il y a eu des femmes qui ont été prises et qui ont envoyé
À Wadjundoum, je ne sais pas, mais à Kalayt, effectivement, il y a eu des femmes qui ont été arrêtées et qui ont été déportées à Kalayt. Là, je peux l'assurer. C'est le seul document que vous avez eu. Pourtant, il y a eu 2 documents. Oui, vous avez eu les femmes déportées à Kalayt, c'est ça? Oui, mais j'ai dit, ce n'est pas un document. J'ai dit, c'est quelque chose que j'ai vu, que les gens, physiquement, étaient déportés. Ces femmes étaient déportées à Kalayt, mais ce n'est pas un document. Ok. Avant d'être déportées à Kalayt, ces femmes sont restées en détention dans les locaux. C'était le locaux. Vous avez... C'était le locaux, le locaux derrière le commissariat. Vous avez parlé tout à l'heure de Rose, la seule femme qui était dans la cellule C, mais pas les conditions de détention de ces femmes-là qui ont été déportées à Kalayt. Mais les conditions au niveau de la détention, au niveau de la DDS, c'était les mêmes que subissaient les hommes. Donc, il y avait la même ration, il y avait aussi les mêmes problèmes d'hygiène, il y avait aussi, voilà, les locaux sont toujours, voilà, qui ne sont pas adaptés, par exemple, aux conditions de vie humaines. Donc, voilà, ce sont les mêmes conditions de détention que les hommes. Vous avez réussi une fois à parler à ces femmes? Je ne m'en souviens pas, mais quand je venais, c'était au moment où j'étais à la Bessire. Une fois, quand je venais pour faire la liste, je passais, mais c'était pas possible parce que on vous voyait parler à une femme, ben, ou bien à un prisonnier, c'est vous qui allez en prendre les conséquences. Donc, à cette époque, c'est rare que je peux, par exemple, voilà, que je peux parler à ces femmes. Donc, je ne m'en souviens pas et je ne pense pas que l'avoir fait. Ces femmes vivaient les mêmes conditions de détention que les hommes, mais c'est aller au-delà. Parce que des témoignages que nous avons recueillis, ces femmes étaient également violées par les ex-agents de la DDS. J'ai appris ça, c'était toujours au lot, et on me disait que, voilà, que le directeur aussi avait eu connaissance de ces lots. Mais est-ce que des sanctions ont été voilà, faites concernant ces lots? Mais moi, j'ai appris ça, mais physiquement parlant, je n'ai pas été témoin de ces lots. Mais il y avait ces cas qui ont été, voilà, rapportés au niveau de la direction. Je crois que vous aviez quand même une parcelle de pouvoir, puisque vous avez réussi à introduire une fille réclamée par son père qui était détenue dans des conditions exécrables. Vous avez réussi, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais tel que vous décrivez, vous avez une parcelle de pouvoir quand même à la DDS. Si vous appelez ça pouvoir, je ne sais pas, mais moi, ça m'a choqué, et donc j'ai pris un risque. Ce risque, j'ai utilisé un peu ce qu'on appelle le tact, pouvoir l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai vu Salinous pour lui dire que voilà, il y a un point qui me paraissait un peu flou dans l'audition de telle personne, et je voulais le réentendre. Il m'a dit, c'est comment? J'ai dit non, il y a un truc qui me paraît un peu flou, donc voilà, il m'a autorisé. Et donc, c'est comme ça que je suis allé, voilà, comme il y avait mon bureau qui est en lot, c'était la nuit, je suis allé chercher cette fille, je l'ai amenée, j'ai fait sortir son papa et je les ai fait voilà, rencontrer. En temps, je suis sorti, j'ai fermé la porte, ils sont restés 1 heure du temps, je suis revenu, j'ai pris le monsieur, je l'ai ramené en prison, et puis j'ai pris la fille, je lui ai dit, voilà, l'autre, donc je l'ai déposé à la maison. Voilà, c'est un acte que j'ai fait, j'ai pris à mes risques et périls, je l'ai fait, voilà. Ça s'est passé donc dans vos bureaux? Oui. Je reviens encore sur ces femmes qui ont été déportées. Vous dites que vous avez eu connaissance simplement de celles qui ont été déportées à Kalayt, mais pas à Ouadjidoum. Pourtant, c'était pratiquement à la même période. Je voudrais savoir exactement où étaient les femmes. Elles étaient détenues dans quelle prison exactement? Rose, je le sais puisque vous l'avez dit.
C'est à la cellule C, dans les locaux. Au moment où les femmes étaient soit à la cellule A ou la cellule E, il y avait une cellule E, mais paraît-il que ça c'est après moi qu'ils ont créé la cellule E qui était là. En temps, les femmes étaient dehors, et donc ils ont créé la cellule E, et la cellule E était pour les femmes. Donc c'est peut-être dans la cellule E qu'ils les ont sortis, et ils les ont déportés vers Kalaït et Ouadinoum, comme vous le dites. Oui. D'accord. Je reviens sur votre propre arrestation. Oui. Vous nous dites que vous avez été arrêté, vous confirmez que vous avez été arrêté, amené à la piscine. Tout à l'heure, on vous a demandé de décrire un peu la piscine. Vous ne l'avez pas fait, moi je reviens là-dessus. Mais qui vous a arrêté exactement? Parce que les raisons, vous avez évoquées, pas très convaincant vous-même, des raisons de votre arrestation. Mais qui vous a exactement arrêté et comment ça s'est fait? C'était à partir de Moundou, quand on m'a pris, on m'a enfermé à la maison d'arrêt de Moundou. À cette époque, bon, je pourrais citer par exemple, comment il s'appelle, là où Karim Bardé était aussi arrêté, gardé aussi à la prison de Moundou, donc on avait partagé même la prison ensemble. Après, on m'a pris de Moundou pour m'amener directement à N'Djamena. Pour moi, comme j'étais malade, ils devaient par exemple me remettre à l'hôpital. Or, ils m'ont enfermé à la piscine. À cette époque, je ne pourrais pas décrire, j'ai dit tout à l'heure que je ne pourrais pas décrire les locaux de ces lots parce que je ne me reconnaissais pas. J'étais vraiment dans une situation de lot. J'étais devenu voilà, très malade. Moi-même, je n'arrivais, j'avais même l'amnésie. J'étais et donc, je ne peux pas décrire effectivement tout ce que je sais. On m'a enfermé avec des détenus dans la cellule. Je chiais, je pissais sur moi. Et c'est comme ça que les gardiens de l'autre, ils ont vu que non, que le chef Manjem est gravement malade. On ne devait pas le garder là. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont sorti et ils m'ont confié aux parents. D'abord, ils m'ont amené à l'hôpital militaire, la garnison. Je ne pouvais pas rester, donc ma grande sœur était venue de Sarre et puis il m'a pris pour m'amener au village où je suis resté au village pendant 1 an pour pouvoir l'autre. Et j'ai repris ma santé voilà, en janvier 89. Et une fois libéré, vous avez repris service. Vous n'avez pas eu la curiosité de repartir sur vos traces, voir à quoi ressemblait la piscine, non? Au niveau de la DDS, repartir par exemple là, c'est remuer les choses, on pourrait me reprendre et puis remettre en prison. Moi, quand je suis revenu, j'ai repris ma santé. Quand j'ai recouvert ma santé, je suis venu, je vous ai dit que je suis arrivé à N'Djamena, je crois, le 28 février 89. Je crois que c'était un week-end. Et je me suis présenté le 3 mars 89 à la DDS. Je devais reprendre mon travail au niveau de l'autre. Et le même jour, on m'a pris, on m'a jeté en prison. Donc, je suis resté presque 6 mois en prison. Et quand je suis sorti, voilà, 2 jours plus tard, Guéni n'était plus directeur, il était venu ici en France. Et c'était Amatalachi qui l'a remplacé. Et quand je suis sorti, j'ai été directement convoqué par Amatalachi pour me dire que voilà, il faut reprendre le travail. Je lui ai dit que je suis malade et que je dois aller me soigner. Il me dit, voilà, si vous ne reprenez pas
un peu en arrière, toujours dans le cadre de Septembre Noir. Quand vous avez fini à Bodo, il n'y avait pas d'autres missions vers Moïsala, vers Ouangtayan, il n'y avait pas de mission vers là? Si, comme je vous disais tout à l'heure, les CODO étaient organisés sous forme sociale, d'organisation sociale, régionale, ainsi de suite. Donc, on a fini à Bodo, nous sommes allés à ça, on est resté à ça, on a pris contact avec les CODO rouges de Moïsala. À cette époque, c'était De Gaulle qui était le représentant des CODO rouges à Moïsala. Et donc, on est venu à Moïsala. On a séjourné pendant au moins une dizaine de jours, où on a signé aussi l'accord avec les CODO de Moïsala. Ensuite, on était parti à Dalmagie. Et puis, une fois terminé à Dalmagie, on est revenu à Laï. Et Laï, c'est à Laï qu'on a fini et qu'on est rentré à N'Djamena. Donc, effectivement, on était parti négocier avec les CODO rouges et les CODO panthères qui étaient à Moïsala et à Dalmagie. D'après les informations que nous avons recueillies, je crois que votre mission était finie au niveau plutôt de Bengamian, parce que c'est arrivé à Bengamian que les rescapés des massacres de Bengamian nous ont dit, quand c'était fini, il y avait le chef de mission qui a dit « mission terminée ». Et là, ils ont arrêté, les militaires ont arrêté les massacres de la zone de Bodo. Et quand je vous pose la question sur la mission à Moïsala et Angalo et Ouangtayan, c'est pour savoir exactement quelle est la période de cette mission-là. Mais c'est toujours en 84 maintenant, parce que la mission a débuté en septembre 83 pour finir en avril 84. Donc, c'est à cette période, si vous me dites, c'était à cette période que nous, on était à Moïsala, on devait arriver à Moïsala, je crois que vers janvier, février à Moïsala. On est arrivé à Dalmagie, c'est peut-être vers mars, comme ça. Quand on était à Laï, c'est pratiquement vers avril-mai à Laï. Donc, moi, je suis un être humain, hein, je ne peux pas connaître toutes les dates précisément pour pouvoir l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que la mission, la première délégation gouvernementale, a commencé en septembre 83 et a fini entre avril et mai 84. Et en même temps que vous négociez, il y avait eu des massacres des populations civiles. Oui, c'est possible. À Ngalo, à Moïsala, à Ouangtayan. C'est possible. Et comment vous pouvez expliquer cela? Je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne connais pas. Voilà, la situation à cette époque, les militaires on ne maîtrisait pas. Nous, on était dans la délégation gouvernementale. D'abord, quand on était à Doba, en pleine négociation, il y avait les militaires qui sont allés prendre une jeune fille de 7 ans ou 8 ans, qui l'ont violée, ils l'ont tuée. Et le matin, la population était vraiment à l'heure. Et donc Djidinga avait rendu compte, je crois, au président. Et à cette époque, il a été pris la décision de rechercher le militaire et l'exécuter publiquement. Et ça a été fait. C'était la gendarmerie de Doba qui avait pris l'autre, qui avait désigné le peloton d'exécution pour exécuter les personnes qui ont tué cette fille. Donc je ne peux pas nier que au moment où on était dans la délégation, il y a eu des massacres. Ça, je peux l'affirmer. Maître, vous avez encore plusieurs questions? Monsieur le Président, je vais m'arrêter là pour l'instant et je reviendrai certainement. Je demande si vous avez encore plusieurs questions. Non. Vous êtes là? Oui. Donc le reste, ce sont vos confrères et consoeurs qui vont poursuivre, oui, certainement. Bien, mais comme je constate également qu'il est 17h30 passé, je crois qu'on va lever l'audience de ce jour et puis reprendre avec les autres demain à partir de 9h. Donc, je rappelle que nous siégeons demain, mercredi, à partir de 9h. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue jusqu'à demain.